bonjour à tous. Merci d'être là. Je remercie vivement les orgas de me permettre de faire cette présentation. On va bien sûr parler de, comme le titre de la présentation l'indique, de mesures de la consommation d'énergie des applications dans Kubernetes. Mais il faut savoir que ce sujet, chez moi, il n'est pas venu sur la table pour rien. Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est que je souhaite qu'on œuvre tous pour un numérique plus sobre et plus responsable à l'avenir, et qui soit en phase avec les contraintes du siècle en cours. Donc on va brièvement parler de ça aussi. Alors je me présente rapidement, je m'appelle Benoît Petit, je suis Ops, ou du moins c'était avant, enfin au moins officiellement, avant que je quitte mon emploi pour créer mon entreprise qui s'appelle Hublot. Hublot, c'est un éditeur et un intégrateur de logiciels open source pour mesurer l'impact des services numériques, sur le climat en particulier. Je suis aussi contributeur pour un groupe de travail qui s'appelle Boavista, qui est un groupe de professionnels qui travaillent sur des méthodes et des données pour aider à la mesure de l'impact des services numériques. Alors rapidement, un sommaire de ce qu'on va voir dans cette présentation. Pour commencer, il y a un certain nombre de bonnes raisons de vouloir mesurer la consommation d'énergie de vos services. Vous avez certainement la vôtre si vous êtes là. Mais pour commencer, je vous parlerai de ma bonne raison pour vous donner un peu de contexte et que je vous expliquerai pourquoi vous devriez certainement vous en soucier. Ensuite, on verra que le numérique, c'est pour le moment un secteur qui est loin d'être en phase avec les objectifs pour le climat, qui est aussi loin d'être en phase avec les pénuries de ressources à venir, pour ne citer que ces sujets. Et on verra dans quelle direction on peut aller pour changer ça. Puis on parlera de mesures d'impact du numérique, et en particulier de mesures de la consommation d'énergie, qui est une métrique proxy pour mesurer l'empreinte carbone d'un service sur le climat. On parlera bien sûr outillage avec Scaphandre et son intégration dans Kubernetes. Il y aura une démo sans filet et sans trucage, et j'espère sans bug. Et enfin, on ouvrira le champ de la présentation sur les méthodes de mesure d'impact et le cadre méthodologique. Parce qu'on verra que l'outillage, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut savoir qu'est-ce qu'on mesure, comment on le fait. Et il y a des cadres méthodologiques qui permettent de ne pas oublier des morceaux dans la mesure. Et aussi de parler le même langage avec les autres organisations qui seraient dans une démarche de mesure, ou les organisations qui pourraient vous aider dans votre démarche de mesure. Alors vous avez toutes et tous déjà entendu parler du réchauffement climatique, forcément, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans nos vies? Je ne vais pas vous parler de moyenne de température globale sur la planète, parce que souvent ça nous évoque pas grand-chose, on ne se rend pas vraiment compte dans notre quotidien ce que ça veut dire, mais si on se concentre principalement sur la France, pour parler de notre cas, d'après Météo France, 2020, ça a été l'année la plus chaude jamais mesurée en Europe. Donc ça met déjà la puce à l'oreille. Ensuite, toujours d'après Météo France, si on continue sur cette voie, en 2050, on aura des étés à 50 degrés. Donc 50 degrés, pour se rendre compte, la canicule de 2003, le maximum atteint dans tout le territoire, la plus haute température, c'était 44 degrés. Et si on continue encore comme ça, en 2070, on pourrait faire régulièrement 50 degrés. Pas seulement 50 degrés l'été, une année sur deux, régulièrement. Alors bien sûr, ce n'est pas qu'une question de température, ça c'est une question surtout de réaction en chaîne, puisque le changement des températures, la multiplication des extrêmes, que ce soit en plus chaud ou en plus froid d'ailleurs, ça a des impacts sur un certain nombre de choses, notamment le cycle de l'eau. On voit déjà les conséquences de ça, l'impact sur le cycle de l'eau avec les inondations en Allemagne et dans le sud de la France. On peut aussi s'attendre à une élévation du niveau des mers et dire adieu à certaines villes côtières. Donc voilà, c'est vraiment un vrai sujet. Et encore là, je vous donne un point de vue franco-français, mais vous vous doutez bien que les conséquences, en fait, elles sont mondiales, elles peuvent être plus violentes dans d'autres pays. Et on sait ce qui se passe quand il devient dangereux de vivre quelque part, les gens s'en vont, donc il faut aussi s'attendre à des mouvements de population. Donc tout ça, il faut l'anticiper et mieux le prévenir. Donc c'est en partie le sujet de la présentation aujourd'hui. Maintenant, intéressons-nous à d'où ça vient, avant de savoir quoi faire. Vous le savez certainement, le réchauffement climatique, c'est en grande majorité dû à des émissions de gaz à effet de serre trop importantes. Donc les émissions de gaz à effet de serre, c'est le CO2, le méthane, le protoxyde d'azote. Le CO2, c'est celui qui est le présent en plus grande quantité dans l'atmosphère. Le CO2, c'est indispensable à la vie, en fait. Ce n'est pas un problème qu'il y ait du CO2 dans l'atmosphère, bien au contraire, mais le problème, c'est qu'il soit présent en si grande quantité que l'écosystème du vivant sur Terre ne soit pas en mesure de le réguler, puisqu'il n'est capable d'en absorber qu'une
qu'une certaine quantité. Là, vous avez la concentration en CO2 dans l'atmosphère depuis 5000 ans, mesurée en parties par million. Et si vous êtes perdu sur ce graphique à grande échelle, bah, vous voyez la grosse anomalie avec une multiplication par 2 de la concentration sur la droite, bah, c'est nous. Il faut savoir que la concentration actuelle en CO2 dans l'atmosphère, c'est la plus élevée depuis au moins 2 millions d'années. J'ai bien dit 2 millions d'années. Celle du CH4, du méthane et du protoxyde d'azote, c'est les plus élevées depuis au moins 800 000 ans. Tout ça, c'est marqué dans un rapport, dans le dernier rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC. Et leur dernier rapport, il est sorti à peu près en même temps que le transfert de Messi au PSG. C'est certainement pour ça que vous n'en avez pas entendu parler. La bonne nouvelle, c'est qu'on a vraiment notre avenir entre les mains. Alors ça ne sert à rien de rejeter la faute sur les autres secteurs de l'économie, se renvoyer la balle comme ça, parce qu'en fait, il faut un changement global pour qu'on s'en sorte. Et ça tombe bien, parce qu'on sait ce qu'il faut faire. C'est assez simple. Il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre de manière à retrouver une situation d'équilibre entre les émissions et l'absorption par l'écosystème du vivant. Ce niveau d'émission et d'équilibre, en fait, on l'appelle généralement la neutralité carbone globale. Et j'insiste sur le global, parce que vous pouvez d'ores et déjà oublier les promesses des entreprises qui annoncent être neutres en carbone à elles toutes seules, quelle que soit l'échéance. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Cette neutralité carbone globale, il faut maintenant l'atteindre en 2040 pour rester sous la barre des plus 1,5 degrés de réchauffement d'ici la fin du siècle. Et maintenant, parlons d'informatique, puisqu'on est là pour ça. Quel est le rôle du numérique dans tout ça? Le numérique, les émissions de gaz à effet de serre du numérique ont été estimées à 4% des émissions mondiales en 2020. Ce qui peut paraître peu dit comme ça, mais c'est déjà équivalent à peu près à ce qu'émet l'aviation civile. Et si on reste sur cette trajectoire, en 2025, on pourrait atteindre 8% des émissions mondiales, ce qui serait à peu près équivalent à ce qu'émet le parc automobile mondial. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout sur des ordres de grandeur négligeables, et surtout la trajectoire est l'extrême inverse de ce qu'il faut faire et de ce qui est décrit sur ce schéma-là, tout secteur confondu. Alors maintenant, qu'est-ce qui compose ces émissions? Le numérique, c'est vaste. Vous avez dans ce tableau une estimation de la part des émissions du numérique par secteur. Alors, il y a 3 secteurs qu'on peut considérer: utilisateurs, réseau, data center. On voit que ce sont les équipements utilisateurs qui représentent la plus grosse part, 63% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en tant qu'individu et en tant que professionnel de l'informatique, le premier levier qu'on a, c'est de garder ses smartphones, ses écrans, ses laptops et autres équipements tech le plus longtemps possible, d'acheter du reconditionné plutôt que du neuf, de les réparer, de les donner à d'autres entreprises ou associations pour qu'ils soient réutilisés, etc. Bref, étendre la durée de vie des équipements le plus longtemps possible, c'est vraiment super important. Sachant que la plus grosse part de l'impact de ces équipements, c'est leur fabrication. Le meilleur équipement, on peut dire que c'est celui qu'on n'a pas fait fabriquer. Ensuite, vous voyez que, si je montre les autres colonnes du tableau, vous voyez qu'en fait, on n'a pas que les émissions de gaz à effet de serre en termes d'impact du numérique. Le numérique, ça a un impact sur plusieurs autres sujets, notamment la consommation d'énergie au sens large, tout à gauche, la consommation d'eau, la consommation de ressources minières, de métaux, etc. La présentation aujourd'hui, elle sera principalement axée sur les gaz à effet de serre et le climat, et en particulier la consommation d'énergie, qui est une métrique proxy finalement vis-à-vis des gaz à effet de serre. Mais gardez en tête que voilà, il y a un certain nombre d'impacts très importants sur plusieurs plans. Et d'ailleurs, sur certains sujets, c'est très dur d'avoir des données. On estime par exemple que seul un tiers des data centers publient leur consommation d'eau. Donc on n'a pas aujourd'hui une connaissance de l'impact total réel sur le sujet. Et les données, c'est un vrai sujet, on y reviendra. Une fois qu'on a dit ça, on pourrait penser que l'impact des réseaux et des data centers, donc de l'infrastructure, c'est négligeable. En fait, ici, on a une comparaison entre le nombre de smartphones vendus dans le monde par an et le nombre de serveurs informatiques installés dans le monde par an. On est à 1,5 milliard de smartphones vendus par an, contre 20 millions de serveurs installés. Donc on peut dire qu'on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Et pourtant, l'impact cumulé des réseaux et des data centers, donc de l'infrastructure, additionné à partir des données du tableau précédent, c'est quand même 56% de l'électricité consommée par le numérique, 37% des gaz à effet de serre émis par le numérique et 40% de l'énergie primaire consommée. Il y a aussi un rapport de l'ADEME qui a été publié en 2021 qui dit que ce serait même 53% des gaz à effet de serre attribués à l'infrastructure et non 37%. Qui a raison entre le 37 et le 53, j'en sais rien, c'est pas là qu'est le sujet. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en comparant les volumes et l'impact, on se rend compte qu'il
il y a un vrai sujet sur l'infrastructure également. Et qu'on a surtout, en tant que professionnel du numérique, on a aussi un rôle à jouer sur la manière dont on conçoit nos services numériques et la manière dont on les pilote. Alors, un petit quiz rapide. On a des ordres de grandeur de consommation d'énergie en TWh par an sur l'année 2020 à gauche. Et voilà, des éléments correspondants à droite, data center dans le monde, tous les data centers, la France, tous secteurs confondus, et le numérique dans le monde. À votre avis, si on prend la première valeur, à peu près 480 TWh par an, de quoi il s'agit? Si je dis les data centers dans le monde, qui pense que c'est le... Ok. Si je dis la France, tous secteurs confondus. Ok. Et si je dis le numérique dans le monde? Ok, bon, il y a plus de mains levées sur le deuxième, vous avez raison. C'est bien la France qui, en 2020, a consommé, tous secteurs confondus, à peu près 480 TWh. Donc, du coup, le reste est assez facile à déterminer, vu que les data centers, c'est un sous-ensemble du numérique. Le numérique dans le monde consommerait au moins 1400 TWh par an, en termes de consommation d'énergie. Il y a certaines études qui disent 1200, d'autres 1800, d'autres 1400. C'est l'ordre de grandeur, on va dire que c'est 1400. Et enfin, les data centers dans le monde consommeraient entre 200 et 800 TWh par an. Donc là, si vous êtes comme moi, vous vous dites peut-être, qu'est-ce que c'est que cet écart de x4? Qu'est-ce que c'est que cette estimation? On n'est plus sur une fourchette, c'est un râteau. Et d'où ça vient, ça? En fait, ça vient tout simplement du fait que le monde de l'IT, le monde de l'informatique, c'est un monde qui est encore très opaque. Les données qu'on a là, c'est des études qui se basent sur des agrégats de données, qui eux-mêmes se basent sur d'autres études. Certains jeux de données sont datés. Voilà, c'est très compliqué d'avoir une image fiable, précise, actuelle du sujet. Et c'est notamment pour répondre à cette opacité que j'ai créé Hublot. Un autre point, c'est que même les études qui prennent l'hypothèse basse de 200 TWh par an pour les data centers estiment que cette consommation pourrait exploser. Alors exploser, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, l'étude là dont je sors le graphe en particulier fait une projection de la consommation d'électricité des data centers de 2020 jusqu'à 2030. Et cette étude semble dire que on pourrait avoir une multiplication par 3 de cette consommation d'ici à 2030. Alors pourquoi? Parmi les hypothèses, déjà on retrouve la fin de la loi de Coumet. Donc la loi de Coumet, c'est la loi qui dit que tous les 2 ans environ, on a des machines plus performantes pour la même quantité d'énergie consommée. C'est une cousine de la loi de Moore qui dit qu'on a des machines plus performantes tous les ans. Ça, on serait sur la fin. Et c'est pas... Il y a même des grands patrons qui le disent, hein, les grands patrons d'NVIDIA en parlent, etc. Plus globalement, en fait, il y a un essoufflement de nombreux axes d'optimisation de la consommation d'énergie dont on bénéficiait jusque-là. Notamment, la moyenne des PUE semble atteindre un plateau, ça aussi c'est documenté. Bref, on n'est pas en phase avec nos objectifs de sobriété, et ce n'est pas uniquement via de l'optimisation qu'on va y arriver. Alors, pour apporter de la transparence et réduire l'impact négatif du numérique sur notre avenir, j'ai créé Hublot, et l'idée, c'est qu'en fait, il faut que la mesure d'impact soit une commodité. Donc notamment que les outils soient open source, que les données soient ouvertes, et qu'on puisse très simplement, au lancement d'un projet, savoir dans quelle mesure on consomme notre quota d'émissions de CO2 et à quel point on a un impact sur l'environnement. Parlons de Scaphandre. Donc Scaphandre, c'est un agent de monitoring, un agent léger que vous pouvez installer sur vos serveurs et qui va vous remonter la consommation d'énergie de vos serveurs et des services qui tournent dessus. La philosophie de l'outil, c'est celle-là. L'idée, c'est de remettre de la transparence là où il n'y en a pas. Une méthode qui est réplicable parce que c'est un outil qui est facile à installer, facile à utiliser et qui est open source, qui est critiquable aussi d'ailleurs, qui est contributif. L'idée, c'est aussi la mesure d'impact, c'est un sujet qui est assez jeune et l'idée, c'est qu'on avance tous dans la bonne direction et pas seulement que vous ayez à faire confiance à une boîte noire qui vous donne des chiffres comme ça. C'est un outil qui est léger, à la fois en termes de consommation de ressources, en termes de temps, en termes d'énergie à mettre sur la maintenance, parce que c'est hyper simple. Il y a zéro maintenance à faire, le déploiement est très simple. C'est un outil qui est extensible, dans le sens où il s'adapte à votre stack de monitoring et pas l'inverse. Vous n'avez pas besoin de changer votre stack pour ingérer les données. Vous dites à Scaphandre où envoyer les données et comment, dans quel outil, et il se débrouille. On verra qu'il y a une architecture modulaire dans Scaphandre qui permet de rajouter des connecteurs pour les différentes technos. Et donc c'est open source, c'est sous licence Apache 2, bien sûr c'est sur GitHub.
Et toute contribution est plus que bienvenue. Je vais passer à la démo. Alors, donc moi j'ai un cluster sur ma machine sur lequel il y a déjà Scaphandre qui tourne. En fait, on a dans le repo du projet un chart Helm qui est disponible et qui vous permet d'installer facilement Scaphandre sur vos clusters. Dans les faits, parce que là je vous ai montré les pods, mais en fait c'est un daemon set, puisque Scaphandre va discuter avec le CPU pour obtenir les infos, donc il faut qu'ils soient installés sur les nœuds pour avoir la vision totale, avoir la console de la machine, la console des process qui tournent dessus, etc. Voilà, donc maintenant si je viens vous... Alors, je vais devoir quitter la presse pour vous montrer mon navigateur. Ok, donc là j'ai un dashboard alimenté par Scaphandre, donc derrière c'est du Prometheus, du Grafana, et qui me montre quelques exemples d'infos que je peux avoir avec Scaphandre. Donc on a évidemment la consommation de la machine hôte, donc du node. Donc ça c'est la consommation de puissance instantanée, ça c'est la consommation d'énergie cumulée sur laquelle on va pouvoir communiquer derrière et avec laquelle on va pouvoir comparer avec d'autres choses. On a la consommation par processus. Si on voit, on a vraiment la consommation par processus système. Donc ça, c'est bien parce qu'en fait, en agrégeant les bons processus, on peut avoir la consommation par application et par service. Et puis, on a une espèce de top des processus les plus consommateurs. Bon, voilà, on peut mixer un peu les métriques comme on veut. Mais aujourd'hui, on est sur Kubernetes. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est de parler objet Kubernetes. Et justement, depuis la version 0.4.0, on a intégré la consommation par pod. Et donc on a les mêmes graphes et le détail, mais la consommation d'énergie par pod. Donc si je veux isoler, la consommation de core DNS, c'est là, kubeproxy, etc. Donc voilà le principe. Ce qu'on peut faire aussi, parce que là je vous ai montré la consommation par pod, on va dire tous les pods en fait, sans filtre. Mais si je veux la consommation par namespace, par exemple. Je ne suis pas à l'abri d'un misclick parce que comme je ne vois pas super bien au bout de l'écran. Alors si je veux la consommation par namespace, en fait, on voit qu'on a la métrique qu'on appelle c'est SCAF Process Power Consumption Microwatts. En fait, c'est la consommation par processus. Sauf que derrière, Scaphandre va appliquer des labels pour rapatrier les métriques des bons processus avec les noms des pods. Mais en fait, il n'y a pas que ce label-là qui existe. Hop. Si on veut la consommation par namespace, on a pod namespace. Du coup, comme j'en ai qu'un seul, je vais filtrer sur le default. Hop. Oups, voilà. Voilà. Et donc là, dans mon namespace default, pour l'instant, j'ai que Scaphandre. Donc on peut aussi mesurer la consommation d'énergie de Scaphandre pour vérifier qu'il n'y a pas d'overhead, c'est intéressant. Et ce qu'on va faire pour donner un cas d'usage un peu plus proche d'un cas réel, on va déployer une app. Donc voilà, je vais vous montrer, j'ai un déploiement assez basique avec une application, vous allez voir qu'il ne fait pas grand-chose, c'est juste pour l'exemple. J'ai un service avec un node port, parce que sur ma machine, je ne voulais pas faire un ingress, tout ça, j'ai fait la version simple, désolé. Hop. OK. Hop, je vais clear pour que ça soit en haut de l'écran. Voilà, donc je viens d'appliquer le déploiement, on va appliquer le service. J'ai bien mon service qui tourne. Vous allez voir que cette application est toute bête, elle me retourne la suite de Fibonacci sur un certain nombre d'éléments, par défaut 30. Si je rajoute un paramètre, je peux avoir plus d'éléments, par exemple 50. Et donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment on peut identifier une application simplement de cette manière-là. Donc on voit que les métriques commencent à arriver, là, on commence à avoir les pods Fibo. Et si je lance par exemple, on va essayer de simuler du trafic client, donc je lance un while. On devrait
voir une différence intéressante. Ce qu'on va faire en parallèle, le temps que les métriques arrivent, c'est qu'on va, on va prendre un autre cas d'exemple pour avoir directement la consommation de l'application et pas de tout le namespace. On va préparer le graphe. Eh bien, si on met... Oups. Si on met pod name, grâce à Prometheus et à Grafana, on peut bien sûr filtrer. Est-ce que j'ai pas fait n'importe quoi là? Alors égal tilde, c'est normal. C'est juste qu'il ne me colore pas les choses normalement. Donc peut-être j'ai fait une erreur. La colonne ouverte. Ah, ok, merci. J'avoue qu'avec le recul, j'ai vraiment dû voir. Hop, donc si je filtre exclusivement sur mon application, voilà, donc j'ai la console de l'application. Et ça permet, bah voilà, quand on a beaucoup de services sur un cluster, d'avoir le détail application par application. Et on voit bien que notre service fonctionne parce que j'ai une consommation égale sur mes différents pods. Voilà pour la démo, je ne m'attarde pas plus parce que je suis légèrement short. Pour comprendre un petit peu plus ce qu'il y a derrière. On l'a dit, dans cet exemple, on stocke les données dans Prometheus, on les regarde dans Grafana. Donc Scaphandre, ce n'est ni pour faire des dashboards, ni pour stocker des données, les analyser. C'est vraiment pour collecter la donnée et la faire ingérer à un autre outil. Mais donc, en fait, les tâches, donc Scaphandre, c'est vraiment la data collection. Mais l'agrégation, c'est Prometheus, ça pourrait être un autre outil. La visualisation, c'est Grafana, ça pourrait être un autre outil. Ça, c'est vous qui composez en fonction de vos besoins. Un rapide tour des fonctionnalités actuelles. Donc, on peut mesurer la consommation par processus. Donc, je l'ai mis là. Mais dans quel contexte? On peut mesurer sur des machines bare metal Linux. Pour le moment, on va y revenir. Dans des VM, si vous avez un hyperviseur QMKVM et que vous avez Scaphandre installé sur l'hyperviseur, parce qu'il faut bien aller discuter avec le CPU à un moment donné, et l'agent peut discuter depuis l'hyperviseur vers la VM pour qu'on ait le détail dans la VM. Ça fonctionne dans Kubernetes avec Helm, on l'a vu. Ça fonctionne évidemment du coup dans Docker. Il y a un Docker Compose sur le dépôt du projet si vous voulez tester rapidement sur votre machine. Processus, on l'a dit. Et maintenant, en termes de connecteurs vers l'extérieur, en termes d'exporteurs, on appelle ça les exporteurs dans Scaphandre, les outils qu'on peut attaquer, pour l'instant, c'est Prometheus, Riemann, Warp 10. Et on peut aussi récupérer les métriques directement dans son terminal ou dans un fichier JSON. Les fonctionnalités à venir, alors j'ai pas mis la liste entière parce que si vous allez voir sur le dépôt du projet, vous verrez que la roadmap est assez conséquente. Mais en tout cas, peut-être les plus conséquentes, c'est celle-ci. D'ici fin 2021, donc c'est bientôt, d'ici la fin décembre, début 2022, on devrait avoir le support de Windows Server. 2022, le gros sujet, ça va être le public cloud. Comment on fait pour estimer en live la consommation d'énergie quand on ne peut pas discuter avec le CPU? Donc on a nos petites idées, la réponse en 2022. Et enfin, fin 2022, début 2023, on aimerait avoir la consommation dans les VM, que ce soit sur OpenStack ou sur VMware. Donc ça va être un autre sujet assez sympa. Sous le capot, Scaphandre s'est écrit en Rust, notamment pour avoir une consommation de ressources minimales et consommation d'énergie minimale. C'est aujourd'hui la principale source de données qu'on utilise. Ça s'appelle RAPL pour Running Average Power Limit, qui est en fait une techno que vous avez dans les processeurs Intel et AMD, qui à l'origine est faite pour réguler la consommation d'énergie pour éviter une surchauffe. Mais le corollaire de ça, c'est qu'on peut juste aussi récupérer les données sans aller toucher aux valeurs. Et donc là, je ne sais pas combien de temps il me reste. Est-ce qu'il y a un timer? Non? Ah oui, merci. C'est ça? Il reste 11 minutes? Ah, il est 11h11. Non, je voulais savoir combien de temps il me restait. À, à- à peu près une demi-heure? Mais non. Non, 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 c'est à 25. Ok, donc, bah, non, mais du coup, je suis très bien, je suis super large. Super. Alors, donc oui, je voulais pas vous laisser juste comme ça sur de l'outillage, parce qu'il y a un truc qui est important de voir. D'ailleurs, je vais peut-être reprendre, je vais reprendre mes anti-sèches, hein, je suis désolé, histoire de ne pas vous raconter n'importe quoi. Hop. Voilà. On y retourne.
Donc, je ne voulais pas vous laisser comme ça, je voulais vous parler un peu de méthodologie. Et c'est important quand on essaye de mesurer l'impact d'un service numérique sur l'environnement, d'avoir un cadre méthodologique et de savoir comment faire pour ne pas oublier des morceaux, pour ne pas se tromper, en plus d'avoir des outils. Et donc pour commencer, quelques notions de base pour estimer et comprendre l'impact d'un service numérique en s'axant exclusivement sur les émissions de CO2. Comment on comptabilise les émissions de CO2? On considère habituellement 3 périmètres d'émissions. Et ça, c'est valable que ce soit en IT ou dans d'autres secteurs, c'est une méthode générique. On a alors, je suis désolé, les couleurs ont sauté. Normalement, c'était des couleurs bien distinctes, mais c'est pas grave. On a le scope 1. Le scope 1, en fait, c'est les émissions directes. Qu'est-ce qu'une émission directe? Je mets le contact de ma voiture, je brûle de l'essence localement. Il y a des gaz à effet de serre qui s'échappent de mon pot d'échappement, c'est des émissions directes. Pareil, si je prends l'avion, on brûle de l'essence, on brûle du kérosène localement. Les émissions indirectes, bah, c'est simple, c'est la consommation d'énergie finale. Qu'est-ce que l'énergie finale? L'électricité est une énergie finale parce qu'on la trouve pas, on la collecte pas telle quelle dans la nature. On consomme une autre source d'énergie pour fabriquer de l'électricité. Donc mon PC en ce moment, il émet pas des gaz à effet de serre directement, mais il consomme de l'électricité et il y a une centrale quelque part qui émet des gaz à effet de serre pour que je puisse consommer cette électricité. Émission indirecte. Donc scaphandre, c'est logiquement scope 2. Par contre, vous voyez qu'il y a deux autres scopes, et en particulier le troisième, qui est le scope 3, qui sont les autres émissions. Qu'est-ce que ça va être les autres émissions? Ça va être en particulier la fabrication des équipements, et ça c'est une empreinte vraiment non négligeable. Ça va être les émissions qui sont liées à vos fournisseurs, à vos prestataires, toutes les entreprises qui peuvent travailler avec vous. De votre point de vue, c'est d'autres émissions qu'il faut intégrer dans votre scope 3 si vous faites un bilan carbone. Mais tout ça, il ne faut pas l'oublier, et malheureusement, ce scope, c'est celui qui est souvent oublié par les entreprises qui publient leur empreinte carbone. Alors, c'est vrai que c'est souvent le plus difficile à calculer, donc ça peut être une des raisons. Mais aussi, parfois, c'est très pratique d'oublier le scope 3, parce que comme c'est parfois le plus important, ça permet de mettre une partie du problème sous le tapis. Ça, il faut le garder en tête quand vous voyez des annonces de neutralité carbone, notamment. En se basant sur cette classification, scope 1, 2, 3, voyons ce qui fait les émissions d'un data center rapidement. On a le scope 1, émissions directes. Donc dans le cas d'un data center, le seul truc qui rentre dedans, a priori, c'est ce que vous avez en vert ici, c'est le réservoir de fuel, qui va être utilisé si vous avez une panne générale d'électricité, que c'est le chaos. Donc là, si vous brûlez de l'électricité pour maintenir la continuité de service, effectivement, c'est des émissions de scope 1. Ensuite, on a les émissions de scope 2 qui sont en jaune, donc on l'a dit, tout ce qui consomme du courant et qui est branché sur le secteur. Donc tous les équipements IT sont dans le gros cadre jaune. Dans les faits, il y a d'autres trucs que j'ai pas mis en jaune, mais qui rentrent dedans, tout ce qui est l'éclairage, la clim, voilà, tout ce qui consomme de l'électricité de manière générale. Ça sera des émissions de scope 2. Et le scope 3, en fait, c'est tout ce qui est un élément physique dans un data center. Ça a bien été fabriqué un jour, ça a été fabriqué quelque part dans certaines conditions en émettant une certaine quantité de CO2. C'est les émissions de scope 3. Le bâtiment également. D'ailleurs, une tonne de béton, c'est entre 800 et 900 kg de CO2, il me semble. Et c'est un des sujets qui est encore très mal connu parce qu'il n'y a aucune obligation pour les data centers de faire état de l'impact de la fabrication du bâtiment pour le moment. Bref, donc voilà, l'idée c'est que vous ayez cette nomenclature en tête pour bien se rappeler que, en fait, quand je vous parle de mesures de consommation d'énergie, c'est bien, c'est une donnée intéressante, et c'est une donnée indispensable, mais vous n'avez pas votre empreinte totale avec la consommation d'énergie. Vous n'avez que la consommation d'énergie, donc vous pouvez en déduire les émissions de scope 2 sur le compute. Et d'ailleurs, voilà, aujourd'hui, on parle principalement de serveurs, on n'est pas encore sur les équipements réseau, etc. Il y aurait encore d'autres choses à intégrer, ne serait-ce que dans les équipements IT. Et on prévoit bien de le faire à un moment donné. Donc rapidement, voilà, bon, ça c'est juste une espèce de liste non exhaustive des sources de données qui pourraient vous intéresser pour calculer vos différents scopes. Donc on l'a dit, le scope 1, à part la consommation de fuel, ce que vous pourriez avoir à compter, c'est éventuellement si vous gérez un data center, que vous avez des gens qui font des allers-retours en data center avec une voiture avec un moteur thermique, vous pouvez compter le kilométrage par exemple. Le scope 2, en fait, vous allez soit pouvoir faire de la mesure de consommation d'énergie logicielle comme avec Scaphandre ou d'autres outils que je viens de lister, c'est que des outils open source d'ailleurs, ou avec, si vous opérez directement les machines et que vous maîtrisez la couche physique, vous pouvez installer des PDU intelligents qui vont faire office de wattmètre et qui vont vous remonter la consommation. Le seul inconvénient des PDU intelligents, c'est que
déjà, il faut qu'il soit suffisamment intelligent pour que vous ayez une API pour que ça soit automatisable facilement. Ça, il y en a qui le font. Mais le problème, c'est que vous allez devoir certainement rédiger vous-même des scripts pour aller récupérer les données. Vous allez devoir faire un peu d'automatisation vous-même, là où des solutions logicielles vous mâchent une partie du travail. Et l'autre problème, c'est que les PDU intelligents, ça vous donne la consommation par prise, par machine, mais vous n'avez pas le détail. Quelle application est responsable de mon profil de consommation? Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux réduire? Tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et enfin, sur le scope 3, rapidement, ce qu'il nous faut, c'est des facteurs d'émission. Fabriquer un serveur, quelles sont les émissions de CO2 associées, fabriquer une clim, etc. Et donc, pour avoir ces facteurs d'émission, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de données ouvertes. Et c'est notamment un des sujets sur lesquels on travaille avec Boavista, le groupe de travail dont je vous parlais. Là, j'ai mis un lien, je pourrais vous le... quand vous aurez la présentation, je pense que vous pourrez cliquer dessus. En gros, c'est un dépôt GitHub, et c'est une base de données ouverte à laquelle on a commencé à contribuer, dans laquelle vous avez des premiers éléments d'impact de la fabrication des équipements, et c'est indispensable pour calculer le scope 3. Et ensuite, les autres sources de données qui peuvent vous intéresser pour le scope 3, c'est les rapports d'impact produits des fabricants de vos machines, les ACV si vous avez la chance de trouver une ACV sur les composants que vous voulez intégrer dans votre mesure, etc. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais c'était pour que vous ayez ces 4 méthodologies en tête. Et le dernier que j'aimerais juste citer, c'est que là, on a parlé beaucoup de carbone. Mais déjà, le premier élément qu'il ne faut pas oublier quand on mesure, c'est qu'il faut prendre en compte tout le cycle de vie, mais vraiment depuis l'extraction des minerais qui vont fabriquer les machines jusqu'à la fin de vie, l'éventuel recyclage des machines, en passant par le développement, etc. Si on ne prend pas tout ça en compte, il faut être lucide en tout cas sur le scope de mesure que l'on fait. Et donc, il y a une méthode qui vous permet de prendre en compte tout le cycle de vie et de cadrer tout ça, qui s'appelle tout simplement analyse du cycle de vie. Il y a les normes ISO dans lesquelles c'est référencé si ça vous intéresse. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que cette méthode, elle est multicritère. C'est-à-dire qu'on ne va pas mesurer que le carbone, mais vous allez pouvoir intégrer d'autres métriques comme la consommation associée à mon service, la consommation de métaux, etc. Et ça, c'est super intéressant, notamment pour éviter des transferts de pollution. Parce que si on n'a pas en vue plusieurs critères de cette manière-là, on peut vouloir améliorer les choses sur un critère et les empirer sur un autre. Je vous remercie pour votre attention et je répondrai à vos questions avec plaisir. Bonjour. J'ai une question, je crois que vous y avez un peu répondu, c'est quand c'est qu'on aura la possibilité de mesurer sur des VM, en effet, parce qu'on n'a pas forcément des hébergements où on maîtrise le côté dur. Et voilà, sur ces métriques RAPL, sans être route en plus, maintenant depuis un certain temps, on ne peut pas accéder à ces métriques-là. Donc est-ce qu'il existe déjà des méthodes, des outils, ou vraiment il n'y a rien aujourd'hui? Alors, pour les VM où vous maîtrisez l'hyperviseur, c'est ce que je disais, c'est des choses qui sont déjà possibles sur QEMU-KVM avec Scaphandre, et il y a certainement d'autres solutions d'ailleurs, je n'ai pas la liste exhaustive en tête. Sur ce qui est les VM, on ne maîtrise pas le hardware, ce qui est souvent le problème. Justement, comme je disais, le gros sujet de 2022, c'est le cloud public. Et du coup, on va être obligé de passer sur de l'estimation en continu plutôt que de la mesure réelle en continu. Et ça, c'est possible, mais pour l'instant, dans Scaphandre, clairement, ce n'est pas encore le cas. C'est pour ça que j'avais quand même cité notamment Cloud Carbon Footprint, qui vous donne au moins une estimation. Alors, c'est pas une granularité très fine, hein, c'est un peu grosse maille, mais c'est quand même intéressant. Vous avez une estimation des émissions de gaz à effet de serre, scope 2 uniquement, de vos instances cloud. Donc, si vous êtes dans le cloud et vous voulez déjà des métriques, foncez sur ce projet, c'est hyper intéressant. Alors un cas particulier, c'est si vous êtes dans le cloud et que vous utilisez beaucoup du GPU, et du coup que vous attachez directement des GPU aux instances, là vous avez accès au matériel qui est intéressant parce que c'est le plus consommateur dans ce cas-là, et donc vous avez Code Carbone qui vous permet de mesurer, d'avoir une estimation des gaz à effet de serre associés à votre usage de vos GPU. Donc voilà, c'est encore partiel. Si vous êtes chez Azure et Google, maintenant tous les deux ils ont une calculette des émissions de carbone de vos usages. Mais on n'a pas forcément la méthodo, etc. C'est un peu compliqué, mais ça existe. Donc il y a déjà des outils, même si vous êtes sur le cloud, pour commencer à avoir au moins une estimation et commencer à avoir une réflexion sur le sujet. Ok, merci.
Merci. Est-ce qu'il y a des méthodologies pour avoir la consommation, enfin les émissions en gaz à effet de serre, justement, lors des cycles de développement, entre guillemets? Ouais, comment est-ce qu'on peut être aussi un peu plus attentionné lors des phases de développement? Bah, c'est une très bonne question. Et justement, ce qui revient souvent, un usage qu'on pourrait faire de scaphandre, mais aussi d'autres solutions équivalentes, bah, c'est d'intégrer cette mesure sur une machine de CI qui va lancer des tirs de charge, bah, un peu comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, dans la même idée, et de déclencher ça à chaque nouvelle version, le même scénario, sur la même machine. Ça, c'est important, parce que d'une machine à l'autre, vous allez avoir une consommation différente, il ne faut pas se tromper. Mais si vous arrivez à avoir une machine qui lance tous les tests, eh bien, vous pouvez lancer à chaque nouvelle version votre test et voir si vous avez plutôt empiré les choses ou plutôt amélioré les choses en termes de consommation d'énergie de votre application sur, je ne sais pas moi, 1000 clients secondes ou ce que vous voulez en fonction de votre usage. C'est un axe possible. Après, je n'ai pas la réponse à tout non plus. Ça répond à votre question, au moins? Ouais. Après, ouais, comme je disais, la consommation énergétique, c'est une métrique proxy. Après, effectivement, si on veut avoir les gaz à effet de serre, il y a un calcul en plus. Mais voilà. Bonjour, Bonjour. coup, et merci déjà. Je t'embêterai après pour d'autres questions relatives à ça, mais ça, c'est une question plus philosophique parce que c'est un peu le sujet aussi derrière. Certes, on peut mesurer, ce qui est bien génial, ça permet de savoir un peu où on va. Pour autant, on parle beaucoup maintenant d'obésiciel, en fait, de façon exagérée d'utiliser plein de choses. Et là, c'est plus en fait toi, en tant que personne qui t'intéresse à ça. Est-ce que tu vois en fait une inflexion dans la réflexion des gens, justement, en matière de dépenses énergétiques, ou est-ce que ça reste quelque part, comme je le vois moi dans différents sujets que j'applique au niveau RSE par exemple, ou CHCCT, des trucs on dit voilà c'est bon on a fait une campagne et voilà on laisse tomber. Est-ce que de ton expérience tu vois qu'il y a une inflexion dans la réflexion? Alors, personnellement, justement, je pense que je suis biaisé dans l'autre sens parce que je discute peut-être trop avec des gens qui sont très investis sur le sujet. Donc, de mon point de vue, il y a une vraie inflexion, il y a des vrais changements. Il y a notamment une notion qui s'appelle la sobriété numérique qui peut paraître être un mot valise, mais qui en fait recouvre une vraie notion qui est justement de penser sobriété, que ce soit sur le matériel, sur le logiciel, sur le développement, ce qu'on va mettre dans nos pages web, le poids de nos pages web, l'impact sur les terminaux, etc. Voilà, il y a vraiment toute une réflexion autour de ça. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que les choses changent. Je ne saurais pas quantifier à quelle vitesse, mais j'ai l'impression que les choses changent. Ouais. Après, je pense que forcément, en fonction de l'entreprise dans laquelle on est, du contexte dans lequel on est, on ne va pas le percevoir de la même manière parce que ça ne se diffuse pas uniformément partout d'un coup. Quoi. Bonjour. Bonjour. C'est pour rebondir sur ce que tu disais juste avant, sur les calculs supplémentaires justement pour passer de consommation d'énergie à empreinte gaz à effet de serre. Est-ce qu'il y a quelque chose déjà disponible via les dashboards Grafana et tout ça? Parce que je sais qu'il y a des bases de données qui permettent justement de savoir selon où l'électricité est produite, qu'est-ce que ça coûte? Ouais. Il y a plusieurs options. Je vous recommande notamment une application qui s'appelle electricitymap.org qui vous donne l'intensité carbone du mix électrique du pays dans lequel vos services tournent. C'est mis à jour tous les jours, voire je crois même c'est même plus fin que ça. Ils ont une API, donc ça peut s'automatiser. Qui est payante, hein, c'est leur business, mais c'est vraiment un des projets les plus intéressants sur le sujet aujourd'hui. Pour la France, vous avez, alors du coup je ne sais pas si je vais l'avoir, RTE France. De mix. Je suis désolé, j'ai plus l'adresse en tête. Mais voilà, pour la France, vous avez le détail dans cette application-là. C'est vraiment, mais c'est ultra bien fait d'ailleurs. Vous avez vraiment le détail des émissions de CO2, pourquoi, quelles sont les sources d'énergie consommées, etc. Donc voilà, je vous recommanderais à minima ces deux services, Ecodemix de RTE et Electricity Map. Et grâce à ça, avec ça, vous avez toutes les données pour convertir votre consommation d'énergie en émissions de gaz à effet de serre. Encore une fois, scope 2, parce qu'on n'a pas compté la fabrication des machines, etc. Bonjour. Bonjour. J'avais une question pour rebondir sur comment monitorer l'usage dans des VM. Donc si j'ai tout compris, il faut qu'il y ait un agent qui soit au niveau de l'hyperviseur. Sur des instances de cloud public, ça pose un problème, vous parliez plutôt d'estimation.
Est-ce qu'il y a une démarche pour encourager des opérateurs cloud à outiller leurs hyperviseurs pour que les utilisateurs puissent accéder à ces métriques? Oui, alors bon, personnellement, je ne l'ai pas détaillé, mais ça fait partie des axes sur lesquels je travaille. Il y a effectivement la partie estimée quand on ne peut pas mesurer, mais il y a aussi la partie lobbying et comment on fait pour pousser la mesure chez le provider pour que lui-même vous remonte les métriques. Il y a quelques signes encourageants là-dessus. Il y a OVH qui travaille dessus avec l'INRIA. Alors je ne me rappelle plus de la date de sortie du projet officiel, mais il devrait à un moment donné vous fournir un dashboard avec votre consommation d'énergie au moins. Je ne sais pas s'il y a les émissions de CO2, mais bon, quand vous avez la consommation d'énergie, vous pouvez le calculer derrière. Il y a un autre, il y a Scaleway qui a annoncé intégrer dans les factures. Bon là, du coup, ça ne sera pas un dashboard avec des métriques en live, mais au moins tous les mois, vous aurez une estimation mensuelle. On voit que les gros cloud providers américains commencent à s'y mettre. C'est encore balbutiant, mais voilà, ils commencent à vous fournir des calculettes sur Power BI chez Microsoft. Qui sont des estimations de grosse maille et pas de la mesure en continu. Mais le sujet commence à prendre, quoi. Et moi, je travaille avec quelques hébergeurs et quelques fournisseurs de cloud pour essayer de pousser ça. Voilà, c'est un process long et on fait au mieux, quoi. Terminé. Bon, je vous remercie. Je pourrais répondre à vos questions après s'il y en a d'autres.